Tu peux commencer ici et aller jusque-là. Cette racine ne peut pas revenir de ce côté. Commençons là-haut. Attention, ça glisse. Hally War, le chef du village de Stige, et son fils MacDonald se rendent régulièrement au chevet de leur pont, endommagé il y a 20 ans par une crue. Les travaux de réparation prendront encore une dizaine d'années, le temps que les racines poussent, se renforcent, s'en mêlent et consolident le tout. Un pont vivant, toujours en croissance. En attendant, un ouvrage en béton permet de passer d'une rive à l'autre. Nos aïeux ont planté cet arbre. Leur objectif était de construire un pont pour traverser la rivière. Ce chemin mène à un autre village, Maolang. Nous avons donc besoin de traverser cette rivière. Ils ont aussi lancé un nouveau chantier, un deuxième étage. Il faudra environ 40 à 45 ans, le temps que l'arbre à caoutchouc grandisse. On ne pourra donc franchir ce pont que dans 45 ans, quand les racines auront poussé. Un travail minutieux, un exercice de patience. Hally et MacDonald nouent et orientent les racines du Ficus elastica. Une tâche à accomplir par temps de pluie. Elles sont plus souples. Noue la racine sur le bois. L'état du Meghalaya, dans le nord-est de l'Inde, signifie la demeure des nuages en sanskrit. Nuages et pluie. Le village de Stige n'est qu'à une quinzaine de kilomètres de Cherrapunji, la ville qui détient le record mondial de précipitations. Ce qui ne dissuade pas les touristes, avides de photos souvenirs, dans ce qui pourrait être un décor de cinéma. Un autre décor, presque une carte postale. Le jour se lève sur le pont Umchiang, le double-decker, le plus célèbre des ponts vivants du Meghalaya. Le terrain de jeu aussi des petits villageois. Frankie, ne gaspille pas ton énergie. Vas-y doucement. Marche lentement, n'abîme pas le pont. Byron Nangbree, un voisin, y vient souvent avec ses enfants et ne se lasse pas de cette merveille de la nature. C'est une alliance entre l'homme et la nature. L'homme et la nature s'unissent. La nature nous offre quelque chose et nous l'utilisons. De nos jours, pour construire, les gens utilisent des matériaux morts qui deviennent de plus en plus faibles. Ça, ce sont des matériaux vivants qui deviennent de plus en plus forts, jour après jour. Les anciens racontent que ce pont aurait 250 ans. Il n'est fait que de racines enchevêtrées et nouées, et protégé par du bois au sol. Ce pont n'était pas destiné aux touristes. Le premier pont a été construit par nos aïeux,
Mais il était régulièrement submergé par l'eau, donc les gens ne pouvaient pas traverser la rivière pendant la mousson. C'est pour cela qu'ils ont construit le deuxième étage. En reliant les villages les uns aux autres, en permettant aux hommes et aux femmes de franchir les vallées, ces ponts ont contribué à maintenir la vie dans cette région. Cette tradition et cette technique sont uniques au monde. Mise au point par les Khazis, la plus importante tribu du Meghalaya. Ils représentent près de la moitié des 3 millions d'habitants de la région et sont majoritairement chrétiens. On appelle ce marché Yodo. C'est le plus grand marché du Meghalaya et même du nord-est de l'Inde. Kintu Borwar est Khazi, spécialiste de cette culture et directeur d'un musée qui lui est consacré. Il vient régulièrement faire ses courses dans ce marché de Shillong, la capitale de l'État. De nombreux Khazis y vendent leur production. Des vallées paisibles et silencieuses aux allées tonitruantes du marché. Les femmes viennent ici en provenance des montagnes pour vendre leurs produits. C'est la plus importante zone commerciale. Les femmes Khazis aiment le commerce. Les hommes ont d'autres métiers comme la maçonnerie, la menuiserie. Chez nous, les hommes et les femmes subviennent aux besoins de leur famille. La tribu Khazi est une société matrilinéaire. Les femmes gèrent le foyer et bien souvent travaillent, mais surtout, elles transmettent leur nom à leurs enfants et elles héritent des biens de la famille. Une tradition unique en Inde. L'une des théories, c'est qu'il y a très longtemps, il y avait de nombreux petits royaumes qui se faisaient très souvent la guerre. Donc les hommes craignaient que la tribu Khazi soit éradiquée. Ils ont donc décidé de transmettre leurs propriétés et leurs titres aux femmes. Les guerriers Khazis ont su s'adapter à la nature sauvage et dense en créant des réseaux de sentiers, d'escaliers et de ponts. Pour atteindre Nangriat, le village où se niche le pont à double étage, il faut affronter plus de 3500 marches, environ 700 mètres de dénivelé. Nangriat, 40 maisons, 200 habitants, voit défiler chaque jour des centaines de touristes. Pairon Nangbri est aux premières loges. Il tient une auberge sur le chemin menant au pont. Ça a commencé en 2000, mais il y en avait vraiment très peu. Désormais, le nombre de touristes qui descend jusqu'ici double chaque année. Il faut que ce soit difficile de descendre. D'ailleurs, nous avons fait une pétition contre la route qui devait arriver jusqu'ici. Finalement, le projet de route a été abandonné. Voir le pont Umchiang se mérite. Et ils sont des dizaines, voire des centaines de visiteurs chaque jour à faire la randonnée et les photos. Dennis Ryan est à l'origine de cet engouement pour les ponts vivants du Meghalaya. Quand il y a une vingtaine d'années, cet ancien banquier a construit un hôtel en haut de la vallée. Il a commencé à chercher des activités pour ses clients. Je sillonnais la jungle pour créer des parcours de randonnée. Et une fois, je suis tombé sur un pont fait de racines et de plantes grimpantes. Cela a touché mon imaginaire, c'était quelque chose de vraiment différent. Alors j'ai pris des photos et j'ai commencé à en faire la promotion. C'est le pays de Tarzan avec uniquement des racines et des plantes grimpantes. Dennis est connu dans la région comme l'homme qui a découvert ce pont, ou plutôt qui l'a mis en lumière, et qui l'a baptisé Double Decker, comme les bus à Impérial.
La première fois que j'ai vu ce pont, c'était le 15 août 2001. Depuis, beaucoup de choses ont changé dans les alentours. Désormais, les villageois se sont impliqués dans le tourisme. Ils ont ouvert des auberges. De nombreux jeunes sont devenus guides, ils ont un gagne-pain maintenant. J'observe le flot de touristes, surtout ici à Nongriat. Honnêtement, au début, les gens se demandaient si des touristes allaient descendre jusqu'ici. Désormais, et je suis un peu gêné de le reconnaître, je vois parfois l'équivalent de quarts entiers de touristes arriver ici. Ce sont de petits villages, 30, 40 maisons. Et si vous avez 300, 400 personnes qui arrivent en même temps, eh bien, cela met ces communautés à rude épreuve. La rançon de la gloire pour le pont à double étage. L'idée de limiter le nombre de visiteurs fait son chemin. Il faut préserver cet édifice, essentiel à la vie quotidienne des habitants quand le niveau de la rivière monte de plusieurs mètres pendant la mousson. Nongriat est à un moment charnière. Une fois le flot de touristes reparti, le village retrouve sa quiétude. Une infime partie des visiteurs reste pour la nuit. Violet, la femme de Byron, a toujours vécu à Nongriat. Avant, il n'y avait pas de touristes ici. Maintenant, il y en a beaucoup. Le village a changé. Avant, il y avait seulement des petites huttes. Il n'y avait pas de béton. Je suis venu il y a 20 ans. J'ai rencontré ma femme à l'université, on a fait nos études ensemble. Puis elle m'a emmené là, en bas, et j'ai vu 3-4 touristes. Je suis tombé amoureux de cet endroit. Et surtout, je suis tombé amoureux de ma femme. Comme le veut la tradition Kazi, il est venu vivre dans le village de sa femme. Ils ont ouvert cette auberge, les affaires marchent bien. Il y a 6 mois, ils ont même embauché 2 personnes. Avant, nous n'avions personne pour nous aider. C'est mon mari Byron et moi qui faisions la préparation des légumes, la cuisine, le service. La semaine, Violet est institutrice dans le village d'à côté. Byron, lui, a quitté son emploi d'enseignant en ville pour s'installer avec elle. J'ai 5 enfants. C'est mon mari qui s'en occupe. Dans la tribu Kazi, l'égalité homme-femme n'est pas qu'un concept. Et les mariages arrangés n'existent pas. Nous n'avons aucune règle contraignante. Nous pouvons choisir nos conjoints, choisir notre métier. Personne ne nous dit ce que nous devons faire. Nous savons ce que nous devons faire. À l'heure du dîner, les touristes échangent leurs impressions. Tous sont sous le charme du paysage et des ponts vivants. L'écotourisme a le vent en poupe. Georg est autrichien. Quand on a descendu les marches jusqu'à Nongriat, on a jeté un premier coup d'œil sur l'autre versant avec ses quelques maisons. C'était paradisiaque. Shiwank est originaire de l'Uttar Pradesh, en Inde. Je voulais essayer quelque chose de différent, plus tourné vers l'aventure, le sport. En Inde, il y a beaucoup de lieux saints, de patrimoine architectural. Mais je cherchais quelque chose de nouveau et de différent. Alexandre, un Français installé à New Delhi.
Sur les ponts, ouais, c'est assez incroyable. On voit quand même le travail des populations sur le long terme. Puis je trouve l'idée assez intéressante. Se servir juste de ce qui est sur place. Et le concept de pont vivant, j'ai jamais vu ça ailleurs dans le monde. À une demi-heure de marche de Nongriat, près du village de Minteng, un autre pont Racine aimerait récolter les fruits de cet engouement touristique. Mais il est en piètre état. Il faut un peu d'audace pour le franchir. Certaines racines sont déjà pourries. Les gens qui n'arrivent pas à garder leur équilibre ne peuvent pas marcher là-dessus. Pour nous, les populations locales, c'est assez solide. Celle-ci, il faudrait la tirer pour l'attacher là. Ces villageois de Nongriat sont en charge de l'entretien du pont de la commune voisine. Jirelius, le frère de Violet, Winston, le chef du village, et Daya viennent régulièrement l'inspecter. Ils ont compris ces dernières années que protéger ce patrimoine permettrait aussi d'attirer plus de touristes. Les touristes apprécient aussi ce pont parce qu'il y a moins de monde, qu'il est beau et que la nature est magnifique. Si on compare avec le pont à double étage là-bas, il y a des magasins et beaucoup de monde, ce qui ne plaît pas à certains. Ce pont a été construit en deux parties. Au centre, un ficus elastica et un gros rocher sur lequel les racines s'agrippent. Ce pont était solide, mais maintenant il est fragile. Il est fragile parce que les nouvelles petites racines sont encore tendres. Elles ne s'enfoncent pas assez profondément. Elles sont seulement posées sur la pierre. Et l'endroit n'est plus assez fertile. Et puis, beaucoup de gens ont coupé les racines pour récupérer la sève, le latex. C'est pour cela que le pont s'est affaibli. Il faut que les gens le protègent et lui donnent de l'engrais. Nous travaillons ensemble avec les villageois pour voir comment ils font. Quand ils ne seront plus là, ce sera notre devoir de construire et d'entretenir ce type de pont. Personne n'a jamais pris la peine de répertorier tous les ponts vivants du Meghalaya. Certains passionnés évoquent le chiffre de 90, d'autres de plusieurs centaines, mais aucune information fiable. Et bon nombre auraient déjà disparu. Une dizaine de ponts sont connus autour de Nongriat. 60 km plus à l'est, un autre territoire en abriterait 3 fois plus. Une zone totalement méconnue, hors des circuits touristiques. Le village de Mokirnot, 400 habitants, vit de ce que lui offre la forêt. Pour l'atteindre, il faut emprunter un pont vivant. Mistila et Dara le font chaque jour. Je dois franchir plusieurs ponts pour aller au champ. Ça nous aide. C'est un raccourci pour aller de ce côté à l'autre. Avant, il fallait descendre dans la vallée et remonter. Avec le pont, c'est plus facile d'aller directement là-bas. Nous, on doit aller dans la forêt. Nous sommes des cultivateurs. Nous récoltons des fruits, des feuilles de laurier, du gingembre, du curcuma, des feuilles de bétel. Des produits qu'elles iront ensuite vendre au marché des villes alentours. Les sociétés matrilinéaires sont très rares dans le monde. Quelques tribus à peine suivent ces traditions. En Inde, pays encore largement dominé par les hommes, les Qasis sont l'exception à la règle.
Nous, les femmes, dans l'état du Meghalaya, nous sommes indépendantes à bien des égards. Et j'en suis fière. C'est moi qui possède tout dans la famille. Ailleurs, ce sont les fils qui héritent des biens. Mais ici, ce sont les filles. Son amie, Missila, nuance un peu ses propos. En tant que femmes, nous ne sommes pas vraiment indépendantes. Parce que nous devons nous occuper de tout. La maison, les enfants, les tâches ménagères. Chez les Kazi, ce sont tout de même les hommes qui prennent les décisions pour leur famille et leur clan. Les ponts vivants, c'est aussi une affaire d'hommes. À Maokirnot, les villageois ont décidé d'entreprendre la construction d'un nouveau pont juste en face du pont Racine, vieux de plusieurs décennies. Premji Kangjawer est le chef de chantier. On doit l'attacher de là à là. L'autre côté aussi, il faut le fixer. Pas un seul clou, rien de métallique, que du naturel, comme leurs ancêtres. Les travaux ont commencé en 2010. La structure est en bambou. Les racines du Ficus elastica s'enroulent autour. Avec le temps, le bambou va pourrir et nourrir les racines du ficus, qui se renforceront. Celui-là, ça va. Il est déjà fixé. À partir de là, ça sera aussi large que ça. Plus large même. Regarde. Comme ça. Morningstar Kangto habite le village voisin. Les ponts vivants sont intimement liés à son enfance. Quand j'étais enfant, mon père m'emmenait dans la jungle. Je me souviens qu'il me portait sur son dos quand on franchissait les ponts. Et moi, je pleurais. Loin d'être traumatisé, il y consacre désormais sa vie. Il a créé une association pour la sauvegarde des ponts vivants. Pas de moyens, mais une ambition, sensibiliser et impliquer les populations locales qui bien souvent n'ont pas conscience de la valeur de ce patrimoine naturel. J'ai lancé le projet Pont Vivant en 2015. Nous voulons faire l'entretien de tous les vieux ponts. Certains sont très anciens. Des personnes âgées m'ont dit qu'il y en a qui ont 600, 700 ans. Donc, si on ne fait rien, dans quelques années, peut-être dans 10 ans, ils vont disparaître. Protéger, préserver et multiplier, le slogan de son association. Les habitants de Maokirnot ont compris le message et préparent l'avenir. Il faudra 60, 70 ans pour finir ce pont. En fait, nous faisons ce pont pour la prochaine génération. Moi-même, je ne verrai pas le résultat final. Ça prend du temps. Sa croissance dépendra de la nature. Une alliance réussie entre l'homme et la nature à très long terme.